ma fenêtre, Guy de Maupassant. Je fis la connaissance de madame de Jadelle à Paris cet hiver. Elle me plut infiniment tout de suite. Vous la connaissez d'ailleurs autant que moi. Non, pardon, presque autant que moi. Vous savez comme elle est fantasque et poétique en même temps, libre d'allure et de cœur impressionnable, volontaire, émancipée, hardie, entreprenante, audacieuse, enfin au-dessus de tout préjugé, et malgré cela sentimentale, délicate, vite froissée, tendre et pudique. Elle était veuve. J'adore les veuves, par paresse. Je cherchais alors à me marier, je lui fis la cour. Plus je la connaissais, plus elle me plaisait, et je crus le moment venu de risquer ma demande. J'étais amoureux d'elle, et j'allais le devenir trop. Quand on se marie, il ne faut pas trop aimer sa femme, parce qu'alors on fait des bêtises, on se trouble, on devient en même temps niais et brutal. Il faut se dominer encore. Si on perd la tête le premier soir, on risque fort de l'avoir boisée un an plus tard. Donc, un jour, je me présentai chez elle avec des gants clairs et je lui dis « Madame, j'ai le bonheur de vous aimer et je viens vous demander si je puis avoir quelque espoir de vous plaire en y mettant tous mes soins et de vous donner mon nom. » Elle me répondit tranquillement « Comme vous y allez, monsieur. J'ignore absolument si vous me plairez tôt ou tard, mais je ne demande pas mieux que d'en faire l'épreuve. Comme homme, je ne vous trouve pas mal. Reste à savoir ce que vous êtes comme cœur, comme caractère et comme habitude. La plupart des mariages deviennent orageux ou criminels parce qu'on ne se connaît pas assez en s'accouplant. Il suffit d'un rien, d'une manie enracinée, d'une opinion tenace sur un point quelconque de morale, de religion ou de n'importe quoi, d'un geste qui déplaît, d'un tic, d'un tout petit défaut, ou même d'une qualité désagréable, pour faire deux ennemis irréconciliables, acharnés et enchaînés l'un à l'autre jusqu'à la mort, des deux fiancés les plus tendres et les plus passionnés. Je ne me marierai pas, monsieur, sans connaître à fond, dans les coins et replis de l'âme, de l'homme dont je partagerai l'existence. Je le veux étudier à loisir, de tout près, pendant des mois. Voici donc ce que je vous propose. Vous allez venir passer l'été chez moi, dans ma propriété de Lauville, et nous verrons, là, tranquillement, si nous sommes faits pour vivre côte à côte. Je vous vois rire. Vous avez une mauvaise pensée? Oh, monsieur, si je n'étais pas sûr de moi, je ne vous ferais point cette proposition. J'ai pour l'amour, tel que vous le comprenez, vous autres hommes, un tel mépris et un tel dégoût qu'une chute est impossible pour moi. Acceptez-vous? Je lui baisai la main. Quand partons-nous, madame? Le 10 mai, c'est entendu? C'est entendu. Un mois plus tard, je m'installai chez elle. C'était vraiment une singulière femme. Du matin au soir, elle m'étudiait. Comme elle adore les chevaux, nous passions chaque jour des heures à nous promener par les bois, en parlant de tout, car elle cherchait à pénétrer mes plus intimes pensées, autant qu'elle s'efforçait d'observer jusqu'à mes moindres mouvements. Quant à moi, je devenais follement amoureux, et je ne m'inquiétais nullement de l'accord de nos caractères. Je m'aperçus bientôt que mon sommeil lui-même était soumis à une surveillance. Quelqu'un couchait dans une petite chambre à côté de la mienne, où l'on n'entrait que fort tard et avec des précautions infinies. Cet espionnage de tous les instants finit par m'impatienter. Je voulus hâter le dénouement, et je devins un soir entreprenant. Elle me reçut de telle façon que je m'abstins de toute tentative nouvelle, mais un violent désir m'envahit de lui faire payer, d'une façon quelconque, le régime policier auquel j'étais soumis, et je m'avisai d'un moyen. Vous connaissez Césarine, sa femme de chambre, une jolie fille de Granville, où toutes les femmes sont belles, mais aussi blonde que sa maîtresse est brune. Donc, un après-midi, j'attirai la soubrette dans ma chambre, je lui mis 100 francs dans la main, et je lui dis « Ma chère enfant, je ne veux te demander rien de vilain, mais je désire faire envers ta maîtresse ce qu'elle fait envers moi. » La petite bonne souriait d'un air sournois. Je repris « On me surveille jour et nuit, je le sais.
On me regarde manger, boire, m'habiller, me raser et mettre mes chaussettes. Je le sais. » La fillette articula « Dame, monsieur », puis se tut. Je continuai « Tu couches dans la chambre à côté pour écouter si je souffle ou si je rêve tout haut. Ne le nie pas. » Elle se mit à rire tout à fait et prononça « Dame, monsieur », puis se tut encore. Je m'animai. « Eh bien, tu comprends, ma fille, qu'il n'est pas juste qu'on sache tout sur mon compte et que je ne sache rien sur celui de la personne qui sera ma femme. Je l'aime de toute mon âme. Elle a le visage, le cœur, l'esprit que je rêvais. Je suis le plus heureux des hommes sous ce rapport. Cependant, il y a des choses que je voudrais bien savoir. » Césarine se décida à enfoncer dans sa poche mon billet de banque. Je compris que le marché était conclu. « Écoute, ma fille, nous autres hommes, nous tenons beaucoup à certains détails physiques qui n'empêchent pas une femme d'être charmante, mais qui peuvent changer son prix à nos yeux. Je ne te demande pas de me dire du mal de ta maîtresse, ni même de m'avouer ses défauts secrets, si elle en a. Réponds seulement avec franchise aux 4 ou 5 questions que je vais te poser. Tu connais madame de Jadel comme toi-même, puisque tu l'habilles et que tu la déshabilles tous les jours. Eh bien, voyons, dis-moi cela. Est-elle aussi grasse qu'elle en a l'air ?» La petite bonne ne répondit pas. Je repris. « Voyons, mon enfant, tu n'ignores pas qu'il y a des femmes qui se mettent du coton, tu sais, du coton enfin du coton là où on nourrit les petits-enfants, et aussi là où on s'assoit. Dis-moi, met-elle du coton ?» Césarine avait baissé les yeux. Elle prononça timidement. « Demandez toujours, monsieur. Je répondrai tout à la fois. » « Eh bien, ma fille, il y a aussi des femmes qui ont les genoux rentrés, si bien qu'ils s'entrefrottent à chaque pas qu'elles font. Il y en a d'autres qui les ont écartés, ce qui leur fait des jambes pareilles aux arches d'un pont. On voit le paysage au milieu. C'est très joli de deux façons. Dis-moi comment sont les jambes de ta maîtresse ?» La petite bonne ne répondit pas. Je continuai. « Il y en a qui ont la poitrine si belle qu'elle forme un gros pli dessous. Il y en a qui ont des gros bras avec une taille mince. Il y en a qui sont très fortes par devant et pas du tout par derrière. D'autres qui sont très fortes par derrière et pas du tout par devant. Tout cela est très joli, mais je voudrais bien savoir comment est faite ta maîtresse. Dis-le-moi franchement et je te donnerai encore beaucoup d'argent. » Césarine me regarda au fond des yeux et répondit en riant de tout son cœur. « Monsieur, à part qu'elle est noire, madame est faite tout comme moi. » Puis elle s'enfuit. J'étais joué. Cette fois, je me trouvais ridicule et je résolus de me venger au moins de cette bonne impertinente. 1 heure plus tard, j'entrai avec précaution dans la petite chambre d'où elle m'écoutait dormir et je dévissai les verrous. Elle arriva vers minuit à son poste d'observation. Je la suivis aussitôt. En m'apercevant, elle voulut crier, mais je lui fermai la bouche avec ma main et je me convainquis sans trop d'effort que, si elle n'avait pas menti, madame de Jadel devait être très bien faite. Je pris même grand goût à cette constatation qui, d'ailleurs poussée un peu loin, ne semblait plus déplaire à Césarine. C'était, ma foi, un ravissant échantillon de la race bas-normande, forte et fine en même temps. Il lui manquait peut-être certaines délicatesses de soins qu'aurait méprisé Henri IV, je les lui révélai bien vite. Et comme j'adore les parfums, je lui fis cadeau le soir même d'un flacon de lavande ambrée. Nous fûmes bientôt plus liés même que je n'aurais cru, presque amis. Elle devint une maîtresse exquise, naturellement spirituelle et rouée à plaisir. C'eût été à Paris une courtisane de grand mérite. Les douceurs qu'elle me procura me permirent d'attendre sans impatience la fin de l'épreuve de madame de Jadel. Je devins d'un caractère incomparable, souple, docile, complaisant. Quant à ma fiancée, elle me trouvait sans doute délicieux, et je compris, à certains signes, que j'allais bientôt être agréé. J'étais certes le plus heureux homme du monde, attendant tranquillement le baiser légal d'une femme que j'aimais,
dans les bras d'une jeune et belle fille pour qui j'avais de la tendresse. C'est ici, madame, qu'il faut vous tourner un peu. J'arrive à l'endroit délicat. Madame de Jadelle, un soir, comme nous revenions de notre promenade à cheval, se plaignit vivement que ses palefreniers n'eussent point pour la bête qu'elle montait certaines précautions exigées par elle. Elle répéta même plusieurs fois « Qu'ils prennent garde, j'ai un moyen de les surprendre. » Je passai une nuit calme dans mon lit, je m'éveillai tôt, plein d'ardeur et d'entrain, et je m'habillai. J'avais l'habitude d'aller chaque matin fumer une cigarette sur une tourelle du château où montait un escalier en limaçon éclairé par une grande fenêtre à la hauteur du premier étage. Je m'avançai sans bruit, les pieds en mes pantoufles de maroquin aux semelles ouatées pour gravir les premières marches, quand j'aperçus Césarine penchée à la fenêtre, regardant au dehors. Je n'aperçus pas Césarine tout entière, mais seulement une moitié de Césarine, la seconde moitié d'elle. J'aimais autant cette moitié-là. De madame de Jadelle, j'eusse préféré peut-être la première. Elle était charmante ainsi, si ronde, vêtue à peine d'un petit jupon blanc, cette moitié qui s'offrait à moi. Je m'approchai si doucement que la jeune fille n'entendit rien. Je me mis à genoux, je pris avec 1000 précautions les deux bords du fin jupon, et, brusquement, je relevai. Je la reconnus aussitôt, pleine, fraîche, grasse et douce, la face secrète de ma maîtresse, et j'y jetai, pardon madame, j'y jetai un tendre baiser, un baiser d'amant qui peut tout oser. Je fus surpris, cela sentait la verveine, mais je n'eus pas le temps d'y réfléchir. Je reçus un grand coup, ou plutôt une poussée dans la figure qui faillit me briser le nez. J'entendis un cri qui me fit dresser les cheveux. La personne s'était retournée. C'était madame de Jadelle. Elle battit l'air de ses mains comme une femme qui perd connaissance. Elle haleta quelques secondes, fit le geste de me cravacher, puis s'enfuit. 10 minutes plus tard, Césarine, stupéfaite, m'apportait une lettre. Je lus « Madame de Jadelle espère que monsieur de Brives la débarrassera immédiatement de sa présence. » Je partis. Eh bien, je ne suis point encore consolé. J'ai tenté de tous les moyens et de toutes les explications pour me faire pardonner cette méprise. Toutes mes démarches ont échoué. Depuis ce moment, voyez-vous, j'ai dans le cœur un goût de verveine qui me donne un désir immodéré de sentir encore ce bouquet-là.